Bienvenue dans ce deuxième module de votre MOOC d'algèbre linéaire. Dans cette première séquence, nous allons parler d'applications linéaires. Nous avons défini dans le module précédent la structure d'espaces vectoriels. Il s'agit maintenant de distinguer, parmi les applications entre deux espaces vectoriels, celles qui sont bien adaptées aux lois de composition interne et externe. On dira que l'application F, définie entre deux espaces vectoriels E et F, est additive si l'image de la somme de deux vecteurs est égale à la somme des images. Il faut faire attention. L'écriture définissant l'additivité est trompeuse. Le symbole plus dans le terme de gauche désigne l'addition interne de E, alors que le signe plus dans le terme de droite désigne l'addition dans F. Le même symbole désigne donc deux lois de composition interne qui peuvent être très différentes. On dira que l'application F est homogène si l'image du produit d'un vecteur par un réel est égale au produit de l'image du vecteur par ce même réel. On peut faire la même remarque, les lois de composition externe sont notées de la même façon, mais peuvent être très différentes. L'application F respecte les structures d'espaces vectoriels de E et F. Une application qui est compatible avec une structure algébrique s'appelle un morphisme de la structure. On peut définir les morphismes d'autres structures algébriques. Les applications linéaires sont les morphismes d'espaces vectoriels. Dans le cas particulier où les espaces vectoriels de départ et d'arrivée sont égaux, le problème de notation des lois disparaît et les applications linéaires prennent le nom d'endomorphisme. Attention, toutes les applications entre deux espaces vectoriels ne sont pas linéaires. Par exemple, les translations vectorielles par un vecteur non nul. Des images du vecteur x par la translation, on déduit la somme des images. On calcule ensuite l'image de la somme des deux vecteurs. Les résultats sont différents. On en déduit que la translation par un vecteur non nul n'est pas additive. Nous avons vu, dans le module précédent, que les combinaisons linéaires jouent un rôle central dans la théorie des espaces vectoriels. Il n'est donc pas surprenant que l'on puisse caractériser les applications linéaires en utilisant les combinaisons linéaires. Une application est linéaire si et seulement si l'image de toute combinaison linéaire de deux vecteurs est égale à la combinaison linéaire des images. Il existe une forme réduite de cette caractérisation des applications linéaires. On peut en effet se restreindre au cas particulier mu égale 1. Prenons sans plus tarder un exemple. Nous allons prendre des espaces vectoriels différents, R2 et R3. Les lois de composition interne et externe des deux espaces vectoriels sont différentes, mais suivant l'usage courant, sont notées de la même façon. Commençons par vérifier l'additivité. La définition de l'application permet de calculer l'image d'un vecteur de R2, pas la somme de deux vecteurs. Il faut donc calculer la somme, puis appliquer la définition de F. L'image est cet élément de R3. On le transforme un peu avec les propriétés de l'addition dans R, puis on applique la définition de l'addition dans R3. Et on conclut avec la définition de l'application qui permet de reconnaître f de xy et f de x'y'. Passons à l'homogénéité. La situation est la même, il faut effectuer le produit externe pour obtenir un élément de R2 pour pouvoir appliquer la définition de l'application. On obtient un élément de R3, on transforme l'expression en factorisant par lambda. On applique la définition de la loi de composition externe dans R3, on conclut en reconnaissant f de xy avec la définition de l'application F. Prenons notre exemple avec des espaces vectoriels complètement différents. E est l'espace vectoriel des applications de R dans R de classe C1, c'est-à-dire dérivables, telles que la dérivée est une application continue de R dans R, et F est l'espace des applications continues de R dans R. On désigne par phi l'application de E dans F qui, à une application F, associe son application dérivée. Commençons par l'additivité. La dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. L'additivité de phi est donc simplement la traduction d'une propriété d'analyse bien connue. On conclut en utilisant la définition de l'application phi. Passons maintenant à l'homogénéité. On sait aussi que la dérivée du produit d'une application par une constante est égale au produit de la dérivée par cette constante. L'homogénéité de l'application phi est la traduction de cette propriété de la dérivation.
Nous allons maintenant définir deux sous-espaces vectoriels associés à une application linéaire, le noyau et l'image. Le noyau est un sous-ensemble de l'ensemble de départ constitué de l'ensemble des vecteurs de cet espace vectoriel qui ont pour image le vecteur nul de l'ensemble d'arrivée. C'est aussi la préimage du vecteur nul de l'ensemble d'arrivée. On peut remarquer que la notation est très trompeuse. f-1 ne désigne pas l'application réciproque de f, qui n'existe pas forcément, puisque f peut très bien ne pas être bijective. Il s'agit simplement de la définition de la préimage d'un ensemble par une application. On constate que les applications linéaires sont bien adaptées à la structure d'espace vectoriel, puisqu'on retrouve un sous-espace vectoriel. Passons à la démonstration de ce théorème. Nous allons utiliser une des propriétés caractéristiques des sous-espaces vectoriels vues dans le module précédent. Pour prouver que ker de f est non vide, on démontre que le vecteur nul de E a pour image, par une application linéaire, le vecteur nul de f. C'est une propriété très importante des applications linéaires qu'il faut absolument connaître, et c'est une illustration de plus du transport de structure, puisqu'une application linéaire transporte le vecteur nul. Nous avons vu dans le module précédent que le produit d'un vecteur par 0 est égal au vecteur nul. On en conclut que ker de f n'est pas vide. Nous allons maintenant prouver que ker de f est stable par combinaison linéaire. On utilise pour commencer la linéarité de f. X et y sont des éléments de ker de f, donc ils ont pour image le vecteur nul de f. On sait que le produit du vecteur nul par un nombre réel est égal au vecteur nul. On en conclut que ker de f est stable par combinaison linéaire, donc est un sous-espace vectoriel de E. Déterminons les noyaux des applications linéaires que nous avons prises pour exemple précédent. Le vecteur xy de R2 appartient au noyau de f si et seulement si son image est égale au vecteur nul de R3. L'égalité des troisièmes composantes donne x égale 0 et on en déduit, avec l'une des deux autres, la nullité de y. Le noyau de f est donc réduit au vecteur nul de R2. Passons au deuxième exemple. La fonction f appartient au noyau de phi si et seulement si sa dérivée est nulle, donc si et seulement si elle est constante sur 0,1. Le noyau d'une application linéaire permet de caractériser l'injectivité. Nous allons démontrer cette propriété très importante. Supposons le noyau de f réduit au vecteur nul. Si les vecteurs x1 et x2 ont la même image par f, on a par linéarité. L'hypothèse sur le noyau permet de conclure que les vecteurs sont égaux. Donc l'application est injective, puisque l'égalité des images entraîne celle des antécédents, ce qui est la définition de l'injectivité. Passons à la réciproque. Si le vecteur x appartient au noyau de f, il a pour image le vecteur nul de f. Mais nous avons vu que le vecteur nul de E a pour image le vecteur nul de f. X et le vecteur nul ont la même image par f, donc puisque f est injective, ils sont égaux. Ce qui permet de conclure que le noyau de f est réduit au vecteur nul. On peut appliquer ce résultat aux exemples précédents. L'application linéaire de R2 dans R3 est injective, alors que l'application définie par la dérivation ne l'est pas. Nous allons maintenant définir l'image d'une application linéaire. L'image de petit f est l'ensemble des vecteurs de grand F qui ont un antécédent par l'application petit f. On peut aussi définir l'image comme l'ensemble des images des éléments de E. On peut remarquer, une fois de plus, l'adéquation de la théorie des espaces vectoriels avec les applications linéaires. Vous démontrerez cette propriété très importante dans un des exercices qui suivent cette séquence. L'image permet de caractériser les applications linéaires surjectives. On peut remarquer que cette caractérisation est valable pour toutes les applications, indépendamment de la linéarité. Dans le cas particulier des applications linéaires, sa mise en œuvre est facilitée par la propriété précédente de l'image. Revenons à nos exemples. On peut décomposer l'image du vecteur xy en une combinaison linéaire de deux éléments de R3. Réciproquement, la combinaison linéaire de ces deux vecteurs, avec les coefficients x et y, est l'image du vecteur xy. On en conclut que l'image est le sous-espace vectoriel engendré par les éléments 1, 1, 1 et 1, moins 1, 0 de R3. Ce sous-espace vectoriel est différent de R3. On vérifie, sur l'expression générale d'un vecteur de im de f, que si x, y, z appartient à im de f, alors x plus y égale z sur 2. Ce vecteur ne vérifie pas la condition précédente.
Terminons avec l'exemple de la dérivation. L'existence des primitives assure celle d'une infinité d'antécédents pour tout élément de l'ensemble d'arrivée. L'image est donc l'ensemble des fonctions continues de 0,1 dans R et l'application phi est surjective. On peut, par un diagramme de Venn, visualiser les deux sous-espaces vectoriels fondamentaux associés à une application linéaire, le noyau et l'image. Dans le cas particulier que nous avons représenté, l'application linéaire n'est ni injective ni surjective. À vous de jouer maintenant. Commencez par la série d'exercices, puis vérifiez vos acquis avec le QCM.